Donc c'est vraiment une actualisation, une mise à jour au vu des bouleversements technologiques. Et l'autre enjeu, c'était de maintenir l'attractivité du cadre réglementaire français. La France a un historique extrêmement important sur le spatial, un historique aussi sur la mise en œuvre de cette loi sur les opérations spatiales. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de Space Avocat, un épisode hors série consacré aujourd'hui à une réforme importante du cadre réglementaire spatial applicable en France. Et pour en parler, qui de mieux qu'Emmanuel Bourdoncle. Emmanuel, bienvenue. Merci. Un immense merci à toi d'avoir accepté notre invitation pour venir parler de ce sujet qui est extrêmement important pour les opérateurs spatiaux. Tu travailles à la DGE, donc au sein de Bercy. Comme tu le sais, ce podcast a une tradition. Il s'agit d'en savoir plus sur le background de l'invité. Donc, tu n'as pas y échappé. Emmanuel, quel est ton parcours ? Écoute, mon parcours, c'est celui d'avant tout d'un juriste et pas d'un spécialiste des affaires spatiales. Alors moi, j'avais commencé à l'université, tout simplement, où j'ai fait une thèse de droit international sur un sujet qui n'avait rien à voir avec les affaires spatiales. Je travaillais sur le droit international des traités et puis des activités d'enseignement en droit public, etc. Et à la fin de ma thèse, j'ai rejoint le ministère des Affaires étrangères, où parmi les dossiers que je suivais, il y avait les affaires spatiales. Et là, j'ai été piqué par le virus du spatial, en quelque sorte. Pour deux raisons. Déjà, parce que c'est vrai que les sujets spatiaux font toujours rêver, font toujours envie. Et puis, j'y ai découvert une communauté du spatial française extrêmement bienveillante, extrêmement accueillante, extrêmement intéressante. Et puis l'autre raison, c'est qu'en tant que juriste, en arrivant sur ces sujets-là à la fin de la décennie 2010, il y avait une ébullition et des enjeux, des problématiques qui se posaient, qui étaient absolument passionnants, parce que on arrivait après une décennie d'innovation, de bouleversement par le New Space, et il s'agissait à l'époque, et il s'agit toujours aujourd'hui, de tirer les conséquences sur le plan du droit de ces bouleversements. Et d'une façon, en plus, sur le plan du droit, aussi bien au plan du droit international que du droit européen que du droit français. Donc, une imbrication des niveaux qui fait que, pour un juriste, c'était tout à fait passionnant à la fin des années 2010 de rejoindre les sujets spatiaux. Et donc, du coup, après quelques années au ministère des Affaires étrangères, j'ai rejoint la DGE au sein de l'équipe spatiale de la DGE. Alors, la DGE est à Bercy, comme tu le disais, et Bercy est devenu depuis quelques années le ministère chargé de l'espace. Et donc, il y a une équipe au sein de la DGE qui s'occupe de la conduite de la politique spatiale française en coordination, en coopération avec les autres ministères de tutelle que sont le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le ministère de la Défense. Et donc, au sein de cette équipe espace, moi, je suis à la fois les sujets réglementaires et les sujets durabilité. Et donc, c'est à ce titre-là que j'ai été amené à travailler effectivement sur cette révision des textes réglementaires associés à la LOS, entrée en vigueur au 1er juillet dernier. Très bien, merci pour cette précision. Parce qu'effectivement, on va faire une petite aparté technique, juridique très courte, je rassure l'auditoire. Il y a deux catégories de textes, des textes législatifs, les fameuses lois. Là, typiquement, la LOS est un texte législatif qui est donc voté par le Parlement. Et puis, il y a tous les aspects réglementaires, les décrets, les arrêtés, et notamment l'arrêté sur la réglementation technique en fait partie. Ça, ce sont des dispositions d'ordre réglementaire, c'est-à-dire chapeautées plutôt par les ministères. Et c'est de cela dont il s'agit aujourd'hui. Alors, il y a eu, on pourra en parler peut-être tout à l'heure, déjà des mises à jour de la LOS qui ont été faites ces dernières années. Il n'y a pas encore eu de mise à jour majeure qui suit peut-être cette tendance qui est enclenchée aujourd'hui avec les aspects réglementaires. Mais là, aujourd'hui, c'est vraiment l'occasion de discuter de ces aspects-là, qui sont des aspects qui, in fine, comptent énormément pour les opérateurs. Je le vois chez la clientèle, et tu dois certainement le voir chez les autres opérateurs. Il y a toujours ce souci de la réglementation technique parce qu'elle vient influer sur des designs, sur des décisions, etc. Donc, sans plus attendre, on ferme cette parenthèse technique. Il y a donc la mise à jour de ces textes réglementaires. Il y en a 3 principaux. Le décret sur les autorisations, et puis il y a 2 arrêtés, la réglementation technique, et puis un autre sur le fameux dossier en 3 parties. Question pour commencer ce sujet-là.
quels sont les grands objectifs de cette réforme? Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette réforme réglementaire? Alors les grands objectifs, ils étaient tout simplement de commencer à tirer les leçons de ces bouleversements que j'évoquais tout au long de la décennie 2010. Donc à la fois, je dirais, de plus en plus d'acteurs, de plus en plus d'activités, et donc du coup, et des évolutions techniques. Et donc tout ça a justifié qu'on mette à jour ces textes-là. Alors comme tu le disais, il y a plusieurs catégories de textes, donc c'est parfois, pour les non-juristes, pas toujours facile de voir la différence. L'origine de tout ce travail-là se situe en 2019. Et certains s'en souviennent, j'imagine, mais en 2018, le président Macron avait initié une grande phase d'évolution du secteur spatial français, qui s'est notamment traduite, par exemple, par la création du commandement de l'espace, par la rédaction de la stratégie spatiale de défense. Et puis, avait été, ce qui était moins grand public, mais tout aussi essentiel, avait été créé un groupe de travail interministériel sur les évolutions à apporter au cadre réglementaire au sens large, aussi bien au niveau de la LOS qu'au niveau des textes plus techniques que tu évoquais. Et donc, ce groupe de travail interministériel a passé finalement en revue l'ensemble des textes, l'ensemble des sujets, pour voir quelles étaient les pistes d'évolution. Et donc, sur la base de ce travail-là, a été engagé depuis 2020 un certain nombre de chantiers et de travaux qui se sont traduites alors en 2022 par une réforme qui concernait la place du ministère de la Défense dans les processus d'autorisation au titre de la loi sur les opérations spatiales. Puis en 2023, dans le cadre de la LPM, de la loi de programmation militaire, il y a eu 2 révisions extrêmement importantes de la LOS qui ont été mises en œuvre parce que la LOS a vu son champ d'application étendu au retour des tâches contrôlées de lanceurs et aux constellations. Et c'était un peu l'idée de cette révision technique qui avait été initiée de façon parallèle à ces évolutions depuis 2020-2021. Le CNES travaillait sur une actualisation vraiment technique de cette réglementation. Donc tout convergeait pour que cette année, on puisse publier à peu près une quinzaine d'années finalement après l'entrée en vigueur de la LOS, de tirer le bilan de ces 15 ans et d'actualiser véritablement ce cadre réglementaire, ces exigences, tout en essayant dans la mesure du possible d'intégrer les nouvelles activités spatiales qui n'étaient pas forcément pensées au moment où a été conçue la LOS et pour lesquelles on voulait essayer d'avancer vers un cadre un peu pour... L'enjeu étant bien sûr à la fois de garantir, je dirais, l'attractivité du modèle français en se montrant ouvert aux évolutions qu'ont connues le secteur spatial cette dernière décennie. Donc l'attractivité, et puis en même temps de maintenir une exigence sur la sécurité et la viabilité des opérations spatiales. Donc c'est ces 2 enjeux qui étaient au cœur de cette évolution. Plus précisément, quels sont les grands sujets d'attention dans cette réforme? Alors, il y en a de plusieurs ordres. Donc si on les classe un peu, alors je dirais qu'il y avait un côté, mais qui est pas nécessairement celui auquel on pense en premier lieu, mais qui est quand même, je pense, et c'est pas toi qui me diras le contraire, très important pour les entreprises, qui est de clarifier les processus d'autorisation. C'est vrai qu'au moment où la LOS a été conçue, finalement, il y avait que quelques opérateurs, des grands industriels qui étaient souvent en dialogue continu depuis très longtemps avec l'État, avec le CNES. Et là, maintenant, on voit arriver plein de nouveaux acteurs qui n'ont pas nécessairement les ressources pour conduire. Donc, il y avait un besoin de clarifier ce qui était demandé vraiment en termes de process administratif. Le deuxième grand champ d'évolution, ça a été de tenir compte d'un certain nombre de nouveautés dans les activités spatiales. Alors, je pense par exemple à la mise en œuvre d'une procédure pour l'extension de mission. Jusqu'à présent, les autorisations LOS étaient données pour une durée précise. On sait aujourd'hui que le développement technique, le technologique, les opérations de service en orbite vont permettre à des systèmes de poursuivre leur durée de vie au-delà de ce qui avait été imaginé initialement. Et donc, on a voulu avoir cette procédure pour permettre cette prolongation de la durée de vie, ce qui est aussi un enjeu important en termes de durabilité, puisque finalement, il vaut mieux prolonger la durée de vie d'un satellite en orbite plutôt que de le désorbiter et d'en envoyer un autre. Donc, dans les nouvelles activités qui sont prises en compte, il y a bien sûr ce qui découlait de la LPM de l'année dernière, donc ces constellations et ces retours des tâches contrôlées de lanceurs. Donc là, des spécifications techniques à la fois pour les opérations de réentrée, et puis des spécifications techniques spécifiques aux constellations. Et ça, c'est vraiment une grande innovation. Il y a désormais un chapitre
spécifiques dans la réglementation technique qui portent sur les exigences que vous avez à respecter lorsque vous êtes un opérateur de constellation. Et ça, c'est particulièrement intéressant et là aussi nécessaire parce que les constellations posent des nouveaux enjeux en termes de durabilité, de respect des exigences internationales sur ces enjeux-là. Et donc, on a voulu se doter d'un cadre spécifique aux constellations. Parmi les autres grandes nouveautés en termes de nouvelles activités, et là pour moi c'est peut-être la plus importante, c'est le service en orbite, où là pareil dans la réglementation technique, il y a un nouveau chapitre avec des spécifications sur le service en orbite, et là c'est je pense quelque chose de très intéressant. Nos opérateurs et nos partenaires étrangers étaient très intéressés par ce champ-là. Et puis le dernier axe de révision a concerné les exigences en matière de durabilité, de gestion du trafic spatial, avec l'idée que il y a de plus en plus d'activités dans l'espace. La France est une nation historique du spatial, a toujours voulu porter une vision ambitieuse sur la durabilité des activités spatiales, être capable de coopérer et d'offrir à tous la possibilité d'avoir des activités spatiales, c'est un enjeu extrêmement important. Et ça passe par des contraintes et des réglementations techniques mises à jour régulièrement pour tenir compte de cette augmentation de l'activité en orbite, mais aussi de nouvelles solutions. Donc là, il y a tout un champ sur ce sujet de mise en œuvre de nouvelles réglementations, de nouvelles lignes directrices internationales sur la durée de vie, la désorbitation et après la fin de la vie en orbite, des exigences de réduction des débris au moment des opérations de lancement, des obligations de service anti-collision. Donc un gros package STM très important pour maintenir cette attractivité, mais aussi cette avant-garde en quelque sorte, enfin en tout cas cette vision française du sujet de la durabilité des activités spatiales. Il y a aussi de mémoire, puisqu'on en avait discuté tout à l'heure, il y a l'aspect cybersécurité qui est également présent. Alors effectivement, on a voulu aussi introduire, anticiper et commencer à introduire sur des choses un peu particulières comme ça, qui étaient finalement peu dans le scope des activités spatiales, et les exigences cyber sont aujourd'hui des exigences incontournables pour tout opérateur, et il était très important, donc là maintenant, aussi bien pour les opérateurs de lancement que pour les opérateurs de satellites, devront respecter un certain nombre d'exigences qui sont, disons pas des contraintes supplémentaires, mais qui sont au contraire des garanties pour eux sur leur système satellitaire, de se protéger, de se prémunir contre le risque cyber, qui est devenu aujourd'hui un risque majeur pour les opérations, finalement, au-delà du risque technique qui existe toujours. Le risque cyber pour la pérennité des systèmes orbitaux est un risque majeur. Et donc, on a voulu aussi anticiper et mettre en œuvre de nouvelles exigences sur cet enjeu-là. On est donc sur une réforme, alors j'ai pas envie de dire routinière, mais en tout cas de mise à jour de la réglementation spatiale, et puis d'anticipation aussi des nouveaux usages et des nouveaux services, dans un esprit aussi équilibré, afin d'éviter d'avoir une réglementation trop pénalisante, je présume. Oui, alors tout à fait. L'idée, c'était... Alors effectivement, c'est pour ça qu'on parle d'actualisation, alors même si on inclut des activités nouvelles, mais l'idée, c'est aussi d'introduire ces activités nouvelles dans le champ général des obligations. Donc c'est vraiment une actualisation, une mise à jour au vu des bouleversements technologiques. Et l'autre enjeu, c'était de maintenir l'attractivité du cadre réglementaire français. La France a un historique extrêmement important sur le spatial, un historique aussi sur la mise en œuvre de cette loi sur les opérations spatiales. Et donc, l'idée, c'était d'avoir un bon équilibre entre maintenir des exigences à jour, en quelque sorte, de garantir une certaine sécurité, mais en même temps de maintenir cette attractivité. Et finalement, on voit que, il n'y a pas d'opposition de principe entre réglementation et innovation, entre réglementation et attractivité. La réglementation peut être un facteur d'attractivité, c'est ce qu'on a essayé de faire. Le meilleur exemple étant effectivement le sujet comme le service en orbite, où finalement on aurait pu imaginer un cadre général avec une modification de la LOS, des nouvelles procédures, un schéma spécifique pour le service en orbite, mais qui aurait pu être très lourd, très contraignant. Or, on voit que ce sont des activités qui sont encore très neuves, qui sont en développement, dont on ne sait pas encore tout à fait quelles vont être précisément les activités qui vont se développer. Et du coup, le choix a été fait d'offrir des spécifications techniques
pour finalement garantir une certaine sécurité, pour dire aux opérateurs, si vous souhaitez faire des opérations de service en orbite dans le cadre réglementaire français, ça sera possible. On pourra vous donner des indications, on pourra vous donner des contraintes techniques pour faire en sorte que ces activités soient menées d'une façon, je dirais, responsable, sûre et durable, mais en même temps sans trop vous contraindre, parce qu'on est encore dans une phase de développement et pas dans une phase, je dirais, d'industrialisation de ces activités-là. Donc c'est le choix qui a été fait d'essayer de trouver ce juste équilibre. Et là-dessus, je dirais, l'expérience française et le dialogue constant que peut avoir le CNES avec les opérateurs, cet historique dont on parlait, de plusieurs décennies, est un atout pour la mise à jour du cadre réglementaire. Tu évoquais en tout début d'entretien la notion de durabilité. Alors, on en entend beaucoup parler. Je pense que c'est quelque chose aussi qui se retrouve dans cette réglementation, en tout cas qui a inspiré cette actualisation. Qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur ce paramètre ? Alors, la durabilité, je pense que la première chose à faire, c'est de clarifier ce dont on parle. Derrière le terme de durabilité se cachent beaucoup de choses. Se cachent principalement, je dirais, deux ensembles de réflexions. La première, qui est très ancienne dans le spatial, c'est la durabilité des activités dans l'espace extra-atmosphérique. Et ça a été la raison d'être de toute la vague de traités de la fin des années 60, des années 70, le traité sur l'espace extra-atmosphérique, la convention sur l'immatriculation, la convention sur la responsabilité, l'idée étant de faire en sorte que tout le monde puisse conduire des activités spatiales, je dirais, dans un climat de bon voisinage. Donc ça, c'est une notion très ancienne de la durabilité, sur laquelle il y a eu en permanence des travaux, aussi bien au niveau international qu'au niveau nationaux, aussi bien politique que technique. On a vu par exemple, je pense à la création de l'IADC, donc ce rassemblement d'agences spatiales qui travaillent à la limitation et à la gestion des déchets orbitaux. Il y a ce travail que je mentionnais rapidement, qui est conduit depuis plusieurs années au QPA à Vienne, au sein d'un groupe de travail sur la viabilité à long terme des activités spatiales, qui a conduit à l'élaboration de plusieurs lignes directrices, qu'on a d'ailleurs pour certaines retranscrites dans la nouvelle réglementation technique. Donc il y a ce travail de réflexion depuis très longtemps, et ce travail-là, il a pris, je dirais, une actualité nouvelle depuis quelques années, devant l'explosion du nombre d'activités spatiales, du nombre de lancements, du nombre de satellites en orbite. On a passé, il y a un mois, le nombre de 10 000 satellites en activité, et finalement, en un an ou deux, on a envoyé autant d'objets dans l'espace que depuis le début de l'aventure spatiale. Donc là, il y a des problématiques nouvelles, il y a un changement d'échelle, qui fait que la durabilité dans l'espace extra-atmosphérique reste un enjeu extrêmement important. Et donc, c'est ce que l'on essaye de faire, et c'était l'une des raisons d'être de cette actualisation de la réglementation technique. Il y a un autre aspect de la durabilité qui commence à poindre aujourd'hui, qui est encore assez récent, qui n'est pas encore traité dans la RT, sur lequel on commence à se pencher en France et qui rejoignent des préoccupations européennes, qui est finalement la question de l'empreinte environnementale terrestre des activités spatiales. Alors c'est un sujet qui a été très longtemps vu, je dirais, de façon partielle par le spatial, parce qu'on sait que le spatial contribue énormément à la lutte contre le changement climatique, à la surveillance. Il y a un certain nombre d'indicateurs aujourd'hui du changement climatique qui ne peut être vu que par des systèmes spatiaux. Donc le spatial est une pièce essentielle de l'effort collectif sur la question du changement climatique. Mais finalement, le sujet dont on s'était jamais trop préoccupé était la question de l'empreinte environnementale terrestre des activités spatiales. Et ça, il y a des raisons toutes naturelles, parce que finalement, le spatial, la filière, l'industrie spatiale ne représente que une petite partie. Aujourd'hui, en France, on considère que c'est à peine 1% des émissions de gaz à effet de serre, l'industrie spatiale. Il y a encore 10 ans, on faisait 4 ou 5 fois moins de lancements de fusées par an qu'aujourd'hui. Il y avait 10 fois moins de satellites en orbite. Donc c'était des échelles qui faisaient qu'on ne s'y intéressait pas nécessairement. Aujourd'hui, à la fois ce changement d'échelle et puis d'autres raisons extérieures au spatial fait que le spatial doit se pencher sur ces questions de son empreinte environnementale, de son empreinte carbone. C'est un élément, je dirais, d'avenir pour l'industrie, parce que
dans un contexte de changement climatique, de raréfaction par exemple des ressources en eau, de réchauffement climatique. Il faut que les industries, les filières soient prêtes à se repositionner, à tenir compte de ces changements-là. Il y a des enjeux dans le contexte géopolitique actuel qui sont essentiels parce que aujourd'hui on est dépendant de matières premières ou de composants dont on n'est pas en mesure de garantir que dans 10 ans, on aura toujours un maintien de ces approvisionnements-là. Donc, il y a un besoin de s'autonomiser par rapport à ça. Il y a des enjeux de compétitivité coût, parce qu'aujourd'hui, dans un contexte de renchérissement de l'électricité, des matières premières, de l'énergie, arriver à avoir des processus, par exemple, de fabrication qui font moins appel à ce genre de ressources, c'est aussi un moyen pour les industriels de faire baisser leurs coûts. Donc tous ces enjeux font que on souhaite là pouvoir, au niveau français, mais encore une fois, je le disais, ça rejoint des préoccupations européennes, pouvoir commencer à positionner notre filière, nos industries sur ces enjeux-là. Tu parles d'enjeux français. La transition est toute trouvée vers le deuxième sujet de cet épisode un peu particulier, c'est la fameuse EU Space Law. On parle effectivement depuis quelques temps, quelques années peut-être parfois, de cette évolution réglementaire là pour le coup majeure au niveau européen, parce que c'est vrai que l'Union européenne, elle fait beaucoup de choses, mais au niveau spatial, elle a toujours été plus discrète que les États membres. Donc il y a cette espèce de pas législatif et réglementaire qui va être franchi apparemment. On en a beaucoup parlé et puis on en a un petit peu moins parlé, et comme je sais que tu es impliqué dans ce dossier-là, je souhaitais avoir ton avis et en tout cas des nouvelles de ce fameux texte dont on espère on aura connaissance bientôt. Oui, des nouvelles, c'est vrai que c'est important parce que, alors comme tu le disais, ce n'est pas été une nouveauté ou une lubie de la Commission européenne. Ça s'inscrit dans un mouvement que l'on voit depuis plusieurs années de renforcement du positionnement de l'Union européenne sur les activités spatiales. Et le sujet avait été mis sur la table en 2020 sous la présidence allemande de l'Union européenne qui était au deuxième semestre 2020. Où l'idée est le point de départ, c'est justement cette question de la gestion du trafic spatial et de dire face à l'augmentation, l'explosion des activités spatiales, il faut qu'on traite de cet enjeu de la gestion du trafic spatial. Le bon niveau pour le traiter, c'est le niveau international, c'est le niveau européen, ça ne peut pas se faire dans un cadre national. Et donc du coup, il faudrait que l'Union européenne se saisisse de ce sujet du STM. Ça a rebondi en 2022 sous la présidence française de l'Union européenne, où a été publiée une communication de la Commission et du SEAE sur la gestion du trafic spatial, qui recommandait plusieurs types d'actions. Alors des actions sur le volet capacitaire, c'est-à-dire doter l'Union européenne de capacités de gestion du trafic spatial, de capacités de SSA propres. Ça parlait aussi de positionner l'Union européenne dans les débats internationaux, parce qu'il faut pouvoir peser dans ces débats internationaux et pas être seulement spectateur de matchs qui se joueraient sans les Européens et donc sans l'industrie européenne. Et puis il y avait un sujet réglementaire qui était de dire il faut que si la bonne échelle soit l'Union européenne, il faut que l'Union européenne se saisisse de ce levier réglementaire et soit en mesure de proposer quelque chose. Et donc du coup, il y a à peu près un an, vraiment il y a un an, parce que c'était à la fin de la présidence suédoise, donc mai-juin 2023, la Commission européenne a proposé aux États membres, a dit on va se lancer dans la préparation de cette loi spatiale, de cette EU Space Law. On va commencer à en discuter, on va commencer à consulter. Donc, ils ont commencé par en discuter avec les États membres pour nous présenter un peu les objectifs, le contenu, ce qu'ils pensaient faire. Ils ont mené une grande phase de consultation à l'automne dernier avec la filière industrielle, aussi bien les primes, les acteurs majeurs de l'industrie spatiale européenne, mais aussi avec les startups, avec le monde du New Space. Et ils ont commencé à préparer une étude d'impact et un texte dont on sait qu'ils existent tous les deux, et on a malheureusement payé un peu le contexte politique qui fait que le texte devait être publié à la fin de ce premier semestre 2024, mais que ça arrivait ça s'entrechoquait avec les élections européennes. Donc il n'y a pas de, je dirais, comme le texte n'est pas paru finalement, j'ai entendu beaucoup de choses sur un tel n'en voulait pas, où il y avait telle difficulté, etc.
Malheureusement, ce sont des raisons beaucoup plus bassement, je dirais, bureaucratiques, pas dans un sens nécessairement négatif, mais qui étaient que la commission arrivant en fin de mandat, passant ensuite en affaires courantes, un nouveau parlement devant s'installer, il était compliqué politiquement de publier un tel texte à ce moment-là. Et donc, pour le moment, c'est mis sur pause. Mais compte tenu de l'avancement du travail, compte tenu du fait que ça figurait parmi les priorités de l'ancienne commission, on a toutes les raisons de croire que ça figurera parmi les priorités de la prochaine commission. Et donc, on s'attend à une publication en fin d'année ou en début d'année prochaine, au moment dans la foulée de l'installation de la nouvelle commission, en fait. Est-ce qu'on a, dans la limite bien sûr de ce que tu peux nous communiquer, une idée des grands principes, ou en tout cas des grands piliers que l'on retrouvera dans ce projet de texte ? Oui, alors la commission nous en a dit pas mal de choses, hein, finalement, même si le texte n'est pas encore paru. Il y a deux objectifs majeurs, et ces deux objectifs qui rejoignent ce que nous on souhaite faire au niveau français, et deux objectifs qui nous paraissent extrêmement positifs pour notre industrie. Donc tout ça explique qu'on y est plutôt favorable pour le moment. Les deux objectifs principaux, le premier, c'est le marché unique des activités spatiales en Europe. Donc pour les plus juristes d'entre nous, la US Space Law ne se fondera pas sur l'article 189 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui est l'article consacré aux compétences spatiales, mais sur l'article 114, qui est l'article sur le marché intérieur et l'approfondissement du marché intérieur. Et donc l'idée de la commission, c'est de créer un marché unique des activités spatiales, en partant tout simplement du constat qu'aujourd'hui, il y a une fragmentation au niveau européen, et il n'y a pas un marché spatial, il y en a 27. Et que donc tout ça crée un certain nombre de barrières réglementaires qui freinent un peu le développement de nos acteurs, et que avoir ce marché unique, ça sera à la fois positif, je dirais, du côté de l'offre. C'est l'occasion de mobiliser peut-être plus facilement. C'est un gros sujet aujourd'hui en Europe qui est de trouver des financements pour les entreprises. Et donc forcément, avoir ce marché unique de plus de 300 millions d'habitants, ça change des choses au niveau de la capacité à lever des fonds et à trouver des financements. Et puis au niveau de la demande, c'est plus pareil lorsque vous êtes une entreprise européenne qui vous attache à un marché européen et pas à un marché national. Donc cet objectif-là de marché unique des activités spatiales nous paraît, dans le contexte aujourd'hui de l'industrie spatiale européenne, une très bonne chose. L'autre objectif, et qui là nous paraît également une très bonne chose pour l'industrie spatiale européenne, c'est de rétablir des conditions de concurrence équitables entre les opérateurs européens et les opérateurs non européens, puisqu'aujourd'hui ces opérateurs européens, ils sont soumis, on en parlait, avec la réglementation technique, et c'est pareil pour les opérateurs allemands, italiens, espagnols ou des autres pays de l'Union européenne, à leurs lois nationales, qui sont souvent des lois bien conçues, avec des niveaux d'exigence élevés, qui tiennent compte de ce que l'on disait tout à l'heure sur la durabilité des activités spatiales, mais qui sont concurrencés dans les services qu'ils fournissent par des opérateurs qui ne respectent pas forcément des réglementations avec des niveaux d'exigence aussi ambitieux. Et donc du coup, ça a un impact sur le coût du service qui est fourni, et ça nuit bien sûr à la compétitivité de nos acteurs. Et donc l'idée de l'IE Space Law, c'est un peu d'arriver à finalement imposer à tout opérateur, qu'il soit européen ou non européen, dès lors qu'il va vouloir être actif sur le marché européen, donc en fournissant des données spatiales, en fournissant des services spatiaux, de démontrer qu'il respecte un niveau d'exigence similaire à celui qui sera fixé par l'IE Space Law. À l'image du RGPD, finalement. Voilà, complètement. L'idée, c'est de jouer sur l'accès au marché européen pour mettre en œuvre des conditions de concurrence équitables entre les acteurs européens et non européens. Et donc là, ça représente encore une fois un instrument très favorable à la compétitivité de nos acteurs, qui auront la garantie de ne pas avoir une concurrence gérée inéquitable, parce qu'ils sont obligés de se soumettre à des exigences techniques qui sont là pour une bonne raison, mais qui ne sont pas forcément celles qu'ont leurs concurrents. Ça promet alors un second semestre 2024 extrêmement chargé au niveau réglementaire. Alors, on va voir un peu comment la commission envisage les prochaines étapes. Il continue à travailler, je pense, pour nous offrir et à discuter avec les États membres et avec les opérateurs pour essayer d'avancer vers un texte qui, je l'espère, sera le plus consensuel possible, histoire qu'on puisse aller assez rapidement ensuite. C'est un texte qui... le levier réglementaire n'est jamais tout sur les activités spatiales, mais au vu là des objectifs que je mentionnais, il nous paraît, et lorsqu'on regarde en 2024 un peu les menaces qui pèsent sur l'industrie spatiale européenne,
on se rend compte que ça peut être vraiment un instrument peut-être pas suffisant, mais en tout cas essentiel pour préserver le futur de l'industrie spatiale européenne. Et donc on a, je dirais, un intérêt collectif, aussi bien au niveau des États membres, au niveau de la Commission, mais aussi des opérateurs industriels, des opérateurs et des industriels européens, à avancer relativement vite sur le sujet, qui sera absolument, je pense là encore, vraiment un soutien extrêmement fort pour l'industrie. Donc ça sera nécessaire pour les acteurs spatiaux et notamment les startups et les PME du spatial de bien s'approprier cette réglementation technique et tous ces nouveaux textes réglementaires nationaux et puis à terme cette EU Space Law afin de bien intégrer ces nouvelles contraintes aussi, mais opportunités également. Oui, mais on en disait deux mots. Est-ce que réglementation et innovation s'opposent ou se complètent? Finalement, c'est un peu ça le débat sous-jacent. La façon dont nous, on a conçu le cadre français et l'actualisation dont on parlait, c'est de faire en sorte que justement l'innovation et la réglementation se complètent. Et c'est justement d'offrir une certaine sécurité, une certaine visibilité aux opérateurs pour qu'ils puissent avancer dans un cadre un peu stable et rassurant. C'est ce qu'on souhaite faire au niveau européen, donc par ce biais-là de protéger un peu cette compétitivité. Donc l'idée, encore une fois, c'est pas du tout, que ce soit au cadre européen ou au cadre français, d'avoir des réglementations qui viennent contraindre. Au contraire, c'est plutôt des réglementations qui viennent soutenir et favoriser le développement. Et on retrouve en plus sur le cadre européen, par exemple, les enjeux d'empreinte environnementale terrestre, de durabilité sur Terre des activités spatiales, qui là aussi rejoignent ce que l'on songe à faire dans le cadre français. Donc voilà, je dirais que c'est plutôt des dynamiques qui se complètent et qui s'opposent pas. Merci encore, Emmanuel, pour toutes ces informations extrêmement importantes. Merci d'être venu jusqu'à nous pour expliquer finalement ces actualisations qui, je sais, vont intéresser beaucoup dans le secteur. Eh ben, écoute, je l'espère et je m'en réjouis. C'est l'occasion de mettre un peu en avant les sujets réglementaires, donc c'est tant mieux. On va continuer de toute façon, que ce soit le CNES ou au sein de l'État, à présenter et à accompagner les entreprises et les opérateurs dans la mise en œuvre de ce nouveau cadre réglementaire. Ça a été conçu pour être, je dirais pas imposé, mais au contraire pour accompagner, encore une fois. Donc on restera tout à fait disponible pour ça. Bah écoute, on transmettra de toute façon toutes les informations qui viendront. Je crois que tu évoquais aussi une refonte de certains sites internet pour mieux expliquer aux opérateurs les processus. Oui, tout à fait. Il y a un enjeu. On en revient, pareil, à ce qu'on nous disait plus tôt. Le paysage il y a 15 ans et aujourd'hui n'est plus le même. Aujourd'hui, je dirais qu'il y a un besoin de lisibilité et de rendre plus pratique ce schéma de la LOS et des textes réglementaires associés. Donc, on travaille avec le CNES, avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour avoir finalement des pages et des sites internet dédiés pour les acteurs du New Space qui veulent soumettre des demandes d'autorisation LOS. Donc là, c'est des détails, mais aujourd'hui, on va essayer d'avancer finalement dans la mise en œuvre de ce cadre réglementaire. Et la mise en œuvre de ce cadre réglementaire, c'est de la communication, mais dans le bon sens du terme. Le CNES mène par exemple le travail d'actualisation du guide des bonnes pratiques, qui est un outil que les connaisseurs saluent, puisqu'il s'agit de toutes les recommandations et de tous les conseils pour se conformer à la réglementation technique. Donc il faut là aussi le mettre à jour. Et donc voilà, je dirais que c'est la richesse du modèle réglementaire français, c'est qu'on a mis en place depuis 15 ans un dialogue permanent et constant avec les opérateurs. C'est dans cet esprit-là qu'on a conduit cette révision, et c'est dans cet esprit-là qu'on va chercher à la mettre en œuvre maintenant. Emmanuel, merci encore. Bel été à toi. Merci beaucoup. Bel été également, Numa. Et puis bel été à tous. Bientôt. Bel été à tous. Au revoir. Au revoir.